Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine en direct de la rédaction. Nous vous l'avions annoncé dans notre précédent magazine, voici donc notre second numéro spécial loi de finances, consacré cette fois à la fiscalité des particuliers. Deux expertes du groupe Revue Fiduciaire ont décortiqué pour vous les principales mesures de la loi de finances pour 2016 et la loi de finances rectificative pour 2015 qui concernent les particuliers. Elles vont me rejoindre sur le plateau pour aborder tour à tour l'impôt sur le revenu, les impôts locaux et aussi les plus-values des particuliers. Il est temps d'ouvrir cette édition et j'accueille tout de suite Sophie Merchat, rédactrice en chef du Feuillet hebdomadaire. Bonjour Sophie. Bonjour Marianne, bonjour à tous. Alors Sophie, cette année, pas de changement majeur concernant le barème de l'impôt sur le revenu, mais les limites des tranches sont revalorisées en fonction de l'inflation attendue pour 2015. Oui, ce qui se traduit en fait par une très faible revalorisation de 0,1%. Par exemple, pour le calcul de l'IR sur les revenus de 2015, eh bien, la tranche à 0% passe à 9 700 € au lieu de 9 690 et celle à 45% passe à 152 108 € au lieu de 151 956. Les plafonds et les limites qui, eux, sont revalorisés chaque année dans les mêmes proportions, eh bien, sont majorés aussi de 0,1% pour le calcul de l'IR 2015. Bien entendu, vous retrouverez tous ces chiffres dans le feuillet 3624 qui est consacré à la loi de finances pour 2016. Très bien. Le seul petit coup de pouce à partir de l'imposition des revenus de 2015 concerne la décote. Alors la décote, c'est ce mécanisme qui permet d'alléger la charge des impôts des contribuables à l'entrée dans le barème de l'impôt sur le revenu après l'application du plafonnement du quotient familial. Et cette décote, eh bien, elle a déjà été conjugalisée l'an passé. Eh bien, elle est renforcée à compter de l'imposition des revenus de 2015. Mais là, c'est très technique et donc vous trouverez des exemples chiffrés plus parlants dans notre feuillet hebdomadaire. La mesure phare de ces lois de finances concerne les réductions d'IR et d'ISF pour souscription au capital de petites et moyennes entreprises. Elle se traduit à la fois par un assouplissement de la réduction d'impôt sur le revenu, dite loi Madelin, et un durcissement de la réduction d'ISF, dite ISF-PME. Si vous le voulez bien, Sophie, commençons par la réduction d'impôt Madelin. Alors effectivement, cet avantage, il devait prendre fin le 31 décembre 2016. Eh bien, cette date étant supprimée, la réduction d'impôt sur le revenu devient pérenne. Donc c'est une bonne nouvelle. Et pour les souscriptions qui sont effectuées à partir du 1er janvier 2016, eh bien, les conditions d'application de cette réduction d'impôt loi Madelin sont celles qui sont prévues pour la réduction d'ISF-PME. Parce que sur ce point, les dispositions de l'article 199 ter des 0A du CGI qui prévoit la réduction d'IR renvoient purement et simplement aux nouvelles conditions qui sont prévues à l'article 885 0V bis du CGI relative à la réduction d'ISF-PME. Très bien, mais alors en quoi la loi assouplit-elle les conditions d'application de cet avantage? Alors, juste un petit rappel, pour les souscriptions qui sont effectuées jusqu'au 31 décembre 2015 inclus. La société au capital de laquelle le contribuable souscrit devait répondre aux critères communautaires de la petite entreprise en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion. Elle devait avoir été créée depuis moins de 5 ans. Mais pour les souscriptions qui sont effectuées à partir du 1er janvier 2016, il s'agit des sociétés qui répondent aux critères communautaires des petites et moyennes entreprises. En outre, la condition de maturité de la société est portée à 7 ans, voire même supprimée dans certaines conditions, nous les verrons tout à l'heure. Alors, deuxième assouplissement, la réduction d'IR concernait exclusivement les souscriptions au capital de sociétés soumises à l'IS ou qui auraient été soumises à cet impôt dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France. Eh bien, pour les souscriptions effectuée à partir du 1er janvier 2016, elle est étendue aux sociétés dont les résultats sont imposables de plein droit ou sur option à l'IR, que ce soit DBIC, DBNC ou DBA, ou le seraient dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France. Et puis, on notera enfin que par dérogation à la condition de non-cotation des sociétés éligibles, la réduction d'impôt est étendue aux souscriptions au capital de société cotée sur Internext. Cette Internext, et c'est la filiale d'Euronext dédiée aux PME ETI. Et cet assouplissement, il vise aussi la réduction d'ISF-PME. Précisément, pour les souscriptions effectuées à partir de 2016, la réduction d'ISF-PME est mise en conformité avec la réglementation européenne relative aux aides d'État.
En quoi cette mise en conformité se traduit-elle par un durcissement de cet avantage? Alors, deux exemples pour commencer. Premièrement, le dispositif d'ISF PME est recentré sur les PME de moins de 7 ans. Il n'y avait pas de limite d'âge avant. Et puis, les souscriptions sous forme d'apport en nature sont désormais exclues. Comme pour la réduction d'hier, seuls les apports en numéraire sont autorisés. Autre point à souligner, cette fois, le durcissement est commun aux réductions d'IR et d'ISF. Sauf exception, il devient impossible pour un fondateur ou un actionnaire historique d'obtenir l'avantage fiscal lorsqu'il souscrit à une augmentation de capital de sa propre société. Pour quelle raison? Alors, en raison de l'application des mécanismes de certaines dispositions du règlement général d'exemption par catégorie. Alors, les souscriptions au capital initial de sociétés éligibles, elles ouvrent droit à la réduction d'IR et d'ISF. Sur ce point, il n'y a pas de changement. Pour les souscriptions aux augmentations de capital effectuées à partir du 1er janvier 2016, il est prévu que le souscripteur ne doit être ni associé ni actionnaire de la société bénéficiaire. Il doit être donc indépendant au sens du règlement général d'exemption par catégorie. Par dérogation, les souscriptions aux augmentations de capital d'une société dont le contribuable est déjà associé et actionnaire vont pouvoir ouvrir droit à ces avantages, réduction d'IR, réduction d'ISF, à condition que ces souscriptions constituent un investissement de suivi. Alors, pour satisfaire à la réglementation communautaire, donc cet investissement de suivi doit être réalisé dans des conditions, 3 conditions cumulatives. Première condition, le redevable a bénéficié de la réduction d'ISF au titre de son premier investissement au capital de la société. Deuxième condition, de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d'entreprise de la société. Et troisième condition, la société bénéficiaire de l'investissement de suivi n'est pas devenue entre-temps liée à une autre entreprise. Très bien. Les autres nouvelles conditions désormais communes à la réduction d'ISF et à la réduction d'IR concernent les sociétés éligibles et particulièrement la condition de maturité de la société. Alors, première chose, la société bénéficiaire des versements ne doit pas être une entreprise en difficulté. Et puis, elle doit satisfaire à la définition des PME éligibles, que ce soit en termes d'activité, nombre de salariés, on l'a vu tout à l'heure à propos de la réduction d'IR. Et puis, elle doit satisfaire à au moins l'une des 3 conditions suivantes, cette condition devant être appréciée au moment de l'investissement initial. Alors, première condition, elle n'exerce son activité sur aucun marché, donc elle vient de commencer son activité. Ou elle exerce son activité sur un marché quel qu'il soit, depuis moins de 7 ans après sa première vente commerciale. Ce délai est de moins de 10 ans lorsqu'on souscrit par l'intermédiaire d'un FCPI. Alors, le seuil de chiffre d'affaires qui caractérise cette première vente commerciale, eh bien, il va être défini par décret. Et puis, la troisième condition, c'est que la société a besoin d'un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base du plan d'entreprise établi en vue d'intégrer un nouveau marché géographique ou de produit, est supérieur à 50% de son chiffre d'affaires annuel moyen des 5 années précédentes. Alors, il résulte de cette condition de maturité que l'investissement dans une PME de plus de 7 ans ou 10 ans via un FCPI n'est possible que si cette souscription vise à financer l'intégration par cette dernière d'un nouveau marché et si le montant de l'investissement nécessaire à l'entreprise est supérieur à 50% donc de son chiffre annuel moyen des 5 derniers exercices de la société. Et puis, dernière chose peut-être à préciser, la loi de finances rectificative procède également à quelques aménagements techniques concernant la composition de l'actif des FCPI ou des FIP qui ouvrent également droit à la réduction d'IR et à la réduction d'ISF. Très bien, merci Sophie. On change de sujet maintenant. En attendant le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu annoncé pour 2018, la loi de finances met l'accélérateur sur la dématérialisation pour la déclaration des revenus et le paiement des impôts des particuliers. Oui, alors pour la déclaration de revenus, ça va commencer dès cette année. Parce que les contribuables dont le revenu fiscal de référence de 2014 est supérieur à 40 000 € vont devoir obligatoirement souscrire en ligne leur déclaration de revenus de 2015. Cette obligation, elle porte à la fois sur la déclaration de revenus et sur ses annexes, et elle porte même sur l'annexe 2042C pour l'ISF, si le patrimoine est compris entre 1,3 million et 2,57 millions.
Alors, pour la déclaration 2017 des revenus de 2016, le seuil d'obligation est ramené à 28 000 euros calculé par rapport aux revenus de référence de 2015. Et puis, pour la déclaration 2018, ce sera 15 000 euros de revenus fiscal de référence 2016. À partir de 2019, donc, pour la déclaration des revenus de 2018, tous les foyers fiscaux devront souscrire en ligne la déclaration de revenus et leurs annexes. Sans exception. Si, alors il y a une exception qui est prévue pour les personnes qui n'ont pas d'accès Internet à leur domicile ou qui ne peuvent pas ou qui ne savent pas utiliser la déclaration en ligne. Ces personnes pourront continuer à souscrire la déclaration papier et elles devront alors cocher sur cette déclaration la case qui sera prévue à cet effet sur la première page de leur déclaration de revenus. Alors cette exception, elle s'applique aussi quel que soit le revenu de référence pour la déclaration des revenus de 2015 à 2017. Et que se passera-t-il pour les contribuables qui feraient de la résistance et qui préféraient rester sur la version papier? Eh bien, ils risquent de se voir appliquer une amende égale à 15 euros par déclaration et pour chaque annexe déposée selon un autre procédé. Mais cette amende ne s'appliquera qu'à partir de la deuxième année au cours de laquelle un manquement est constaté. Il faudra donc pendant 2 années consécutives avoir déclaré en papier alors qu'il fallait le faire en ligne et en plus ne pas avoir coché la case ad hoc de la 2042. D'accord. Deuxième volet pour la généralisation des procédures dématérialisées, c'est l'abaissement progressif du seuil de paiement obligatoire de l'impôt sur le revenu sous forme dématérialisée. Voilà, puisque au-delà d'un certain montant, les particuliers vont devoir payer l'impôt par prélèvement opéré à l'initiative du Trésor public sur un compte de dépôt ou certains comptes d'épargne. Ça peut être aussi par télérèglement. Pour les règlements effectués jusqu'au 31 décembre 2015, ce montant c'était 30 000 euros. Pour les paiements à effectuer depuis le 1er janvier 2016, c'est 10 000 euros. Donc en 2016, c'est 10 000 euros. Et cette règle va concerner par exemple les paiements d'acompte et de solde d'hier, ainsi que les impositions qui sont recouvrées selon les mêmes règles, comme les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, par exemple. Alors, si le premier acompte d'hier du 15 février 2016 dépasse 10 000 euros, eh bien, il faut payer par voie dématérialisée. Et puis, ce seuil va redescendre. 2 000 euros pour les paiements qui sont effectués en 2017, 1 000 euros pour ceux effectués à partir de 2018, et puis 3 000 euros en 2018, et seuil de 300 euros pour les paiements effectués à partir de 2019. Il faut d'ailleurs noter que ces seuils qui sont prévus pour l'impôt sur le revenu vont s'appliquer de la même façon pour le paiement des impôts locaux des particuliers. D'accord. Et là encore, qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui paieraient autrement que par prélèvement? Eh bien là aussi, une majoration de 0,2% du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement et le montant de cette majoration ne peut pas être inférieur à 15 euros. Très bien. Sophie, l'article 87 de la loi de finances tire certaines conséquences du rapport du Sénat sur l'économie collaborative du 17 septembre 2015. Pour quelles raisons? Eh bien, en raison de la place grandissante des échanges sur Internet, il a paru indispensable aux législateurs de clarifier la frontière entre les activités qui relèvent de l'économie du partage, qui ne génèrent pas de revenus et n'emportent pas de conséquences fiscales et sociales, et puis les activités qui peuvent être assimilées à celles d'un travailleur indépendant ou générant des revenus qui peuvent être déclarés pour l'impôt sur le revenu. Or, les utilisateurs des plateformes ignorent souvent quelles sont les règles applicables. Le gouvernement va donc mettre en place et mettre à disposition des plateformes qui proposent ces transactions entre particuliers des kits d'information sur les obligations fiscales et sociales incombant aux personnes qui réalisent des opérations commerciales par leur intermédiaire. Pour les transactions réalisées à partir du 1er juillet 2016, ces plateformes devront même transmettre aux utilisateurs en janvier de chaque année un document récapitulatif des transactions effectuées par leur intermédiaire afin qu'ils disposent de toutes les informations nécessaires pour déclarer s'il y a lieu ces revenus. Très bien. Sophie, nous en venons maintenant aux impôts locaux. Certains redevables de la taxe foncière sur les terrains constructibles ont vu leur impôt s'envoler en 2015. Ils vont donc pouvoir bénéficier d'un remboursement partiel pour 2015. Effectivement, mais au-delà de ce remboursement partiel, la loi revoit en fait le dispositif de cette majoration de taxe foncière sur les terrains devenus constructibles, sur les terrains non bâtis en zone tendue. Alors cette majoration, elle s'applique obligatoirement dans les communes situées à la fois dans le périmètre d'application de la taxe sur les logements vacants et dans la zone dans laquelle s'appliquent les loyers élevés des logements de petite surface. Ailleurs, elle est facultative pour les collectivités.
Pour les impositions 2015, la majoration obligatoire de 5 € par mètre carré de superficie du terrain est suspendue. Les contribuables vont recevoir un dégrèvement, donc s'ils ont déjà payé. En 2016, la majoration de 25% est maintenue, mais celle de 5 € est supprimée. On notera que la loi prévoit un abattement de 200 mètres carrés, mais en pratique, on ne voit pas très bien comment ça pourra s'appliquer, cet abattement, puisque en 2016, la superficie du terrain n'est pas prise en compte pour le calcul de la majoration. En 2017, la majoration de 25% est supprimée, et cette majoration qui devait être de 10 € par mètre carré est ramenée en fait à 3 € par mètre carré. Les collectivités auront la faculté de la moduler entre 1 et 5 € par mètre carré, et l'abattement de 200 mètres carrés devient facultatif selon les délibérations des communes. Dernier point, les exonérations de taxes d'habitation et de taxes foncières des personnes ayant des revenus modestes pour leur habitation principale sont pérennisées. Alors oui, effectivement, parce que la suppression de la demi-part dite des veuves, conjuguée avec la fiscalisation des majorations de retraite, a eu pour effet d'abaisser le seuil des allègements d'impôts locaux qui dépendent du nombre de parts du quotient familial ou encore d'augmenter le revenu fiscal de référence. Alors pour les contribuables qui ont bénéficié pour la dernière fois sous condition d'âge et de revenus d'exonération de taxes foncières et de taxes d'habitation pour leur habitation principale ou leur ancienne habitation principale lorsqu'ils sont dans une maison de retraite, l'exonération est maintenue pour les 2 années suivantes. Pour 2015, l'exonération sera d'ailleurs accordée par voie de dégrèvement. Pour le calcul de ces taxes, alors la valeur locative fera l'objet d'un abattement de 2/3 pour la 3e année suivante et de 1/3 pour la 4e année suivante. Et puis, pour les contribuables qui ont bénéficié du maintien exceptionnel de l'exonération de taxes d'habitation au cours de l'été 2014, l'exonération est maintenue de manière définitive dès lors que leurs revenus ne vont pas augmenter de façon substantielle. Merci Sophie pour ces précieuses informations. C'est maintenant au tour de Sophie Delage, rédactrice spécialisée de la rédaction fiscale, de me rejoindre pour parler des plus-values des particuliers. Bonjour Sophie. Bonjour Marianne. Parlons d'abord des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux des particuliers. Sophie, coup de tonnerre, en novembre 2015, le Conseil d'État a donné tort à l'administration en refusant d'appliquer l'abattement pour durée de détention aux moins-values sur titre. Ce changement de fiscalité prescrit par le Conseil d'État a-t-il été modifié par les lois de finances de fin d'année? Non, pas du tout. À l'occasion des débats concernant la loi de finances rectificative pour 2015, le gouvernement a fait savoir qu'il suivrait la décision du Conseil d'État rendue le 12 novembre 2015, à savoir que l'abattement ne s'appliquerait plus aux moins-values sur titre. Donc concrètement, si je vends des titres en 2016, comment se calcule la plus-value éventuelle pour l'impôt sur le revenu? Alors, le Conseil d'État n'a pas seulement indiqué que l'abattement ne s'appliquerait plus aux moins-values sur titre, il a également prescrit sa propre méthode de calcul. En résumé, il faut procéder en 2 temps. D'abord, dans un premier temps, vous allez imputer les moins-values brutes, c'est-à-dire sans prendre en compte l'abattement, avec les plus-values en report également, sur vos plus-values brutes, sans abattement également. Et si à l'issue de ce calcul-là, vous avez un résultat positif, eh bien, l'abattement va s'appliquer à ce résultat positif, sachant que le taux de cet abattement ne sera fonction que des seuls titres qui ont généré des plus-values. D'accord. Donc finalement, si on veut imputer en totalité sa moins-value, il faudra l'imputer en priorité sur une plus-value non abattue ou qui bénéficie d'un abattement faible. Oui, c'est exact, parce que si vous imputez une moins-value sur une plus-value qui bénéficie d'un abattement de 65% par exemple, eh bien indirectement, votre moins-value va aussi être abattue de 65%. Évidemment. Et pour les plus-values réalisées en 2013 et 2014 qui ont été calculées selon la méthode préconisée par l'administration, à savoir par compensation des plus-values après abattement avec les moins-values après abattement, les contribuables doivent-ils adresser des réclamations? Alors déjà, il faut faire un nouveau calcul pour 2013 et 2014. Si le nouveau calcul tel que le Conseil d'État a donné sa méthode eh bien, aboutit à une assiette d'imposition inférieure à celle qui a été initialement déclarée, eh bien oui, les contribuables peuvent demander un dégrèvement. Pour 2013, ils ont jusqu'au 31 décembre 2016 et pour 2014 jusqu'au 31 décembre 2017. En revanche, si l'assiette d'imposition s'avère supérieure à celle que vous avez déclarée, eh bien, il semble que seuls les contribuables qui ont déclaré leur plus-value en 2014
puissent être protégés d'un redressement parce que l'administration fiscale a mis en consultation donc, ses premiers commentaires en octobre 2014. Mais bon, il faudra attendre l'instruction de l'administration sur ce point. D'accord, très bien. L'arrêt rendu par le Conseil d'État le 12 novembre 2015 a également confirmé que l'abattement ne s'applique pas aux plus-values mises en report d'imposition avant 2013 et dont le report expire après. Alors, en effet, sur le report d'imposition, le Conseil d'État suit la doctrine administrative. Donc, la doctrine administrative, elle a indiqué que la plus-value en report d'imposition doit se déterminer au moment de l'échange ou de l'apport. Et par conséquent, si elle a été constatée avant 2013, c'est-à-dire avant la mise en place des abattements pour durée de détention, eh bien, peu importe que l'événement qui mette fin à ce report d'imposition intervienne après 2013, la plus-value en report sera imposée au barème progressif de l'impôt sur le revenu sans bénéficier d'abattement pour durée de détention. Et sur ce point, le Conseil d'État ne saisit pas le Conseil constitutionnel. En revanche, sur le point des compléments de prix, là, le Conseil d'État a saisi le Conseil constitutionnel. La doctrine administrative a indiqué que lorsqu'un complément de prix était versé après 2013, alors que la cession était intervenue avant 2013, eh bien, il ne peut pas bénéficier des abattements pour durée de détention. Donc, on attend sur ce point la décision du Conseil constitutionnel qui ne devrait pas tarder à tomber. Oui, c'est imminent, je crois. Imminent. Oui. Parlons maintenant du nouveau report d'imposition des plus-values de cession de titres d'OPCVM monétaire en cas de réinvestissement dans un PEA-PME. Alors, afin de drainer plus de capitaux vers l'investissement dans les PME, la loi de finances rectificative pour 2015 a institué un nouveau report d'imposition. Donc, en cas de cession, de dissolution ou de rachat de titres d'OPCVM monétaire, dès lors que les sommes reçues sont réinvesties dans le mois qui suit l'opération nette de prélèvements sociaux sur un PEA-PME. En fait, ce report d'imposition ne concerne que l'impôt sur le revenu et pas les prélèvements sociaux qui sont dus au moment de l'opération. Et puis, le montant en report est proportionnel au réinvestissement que vous allez effectuer. Si vous réinvestissez 100% du prix de cession net de prélèvements sociaux, la plus-value sera en report à hauteur de 60%. Si c'est 50%, ce sera à hauteur de 50%. D'accord. Donc, si je cède des titres d'OPCVM monétaire en 2016 et que je réinvestis le prix de cession dans un PEA-PME, je peux bénéficier de ce report de façon automatique ? Alors déjà, vous n'allez pas en bénéficier dès le 1er janvier 2016 parce que ce report est mis en place pour les opérations qui interviennent du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, histoire de laisser le temps aux opérateurs de s'adapter à cette nouvelle mesure. Deuxièmement, il ne s'agit pas d'un report automatique, mais d'un report optionnel. Il faut que le contribuable en fasse la demande. Et enfin, troisièmement, la bonne nouvelle, c'est que la plus-value en report est définitivement exonérée si, au bout de 5 ans après le versement sur le PEA-PME, il n'y a eu aucun retrait, ni aucun rachat, ou encore si le contribuable n'a pas transféré son domicile fiscal hors de France. Il y a une vraie volonté de renforcer l'attrait du PEA-PME. Complètement. Et d'ailleurs, il y a une autre mesure dans la loi de finances rectificative pour 2015 qui en dispose. C'est-à-dire qu'on a rendu les catégories de titres éligibles au PEA-PME plus importantes, notamment à compter donc, du 1er janvier 2016, vous pourrez y placer les obligations convertibles ou remboursables en actions, ainsi que les actions et parts de fonds d'investissement à long terme. Et puis également, les conditions d'éligibilité des titres de société cotées sont assouplies. Sophie, nous allons maintenant parler des plus-values immobilières. Alors, sauf erreur de ma part, il ne me semble pas avoir vu dans les lois de finances des dispositions sur les prélèvements sociaux en 2016 pour les non-résidents et qui reprendraient la jurisprudence de Ruyter. En effet, vous ne trouvez rien dans les lois de finances de fin d'année, mais c'est dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 qu'il va falloir aller regarder. En fait, je vais juste faire un bref rappel sur l'état de la question. Les non-résidents qui cèdent des biens qu'ils possèdent en France sont taxés, lorsqu'ils ne sont pas exonérés, à un taux de 19%. Mais depuis le 17 août 2012, ils sont également assujettis aux prélèvements sociaux de 15,50%, ce qui a créé un abondant contentieux et qui a valu à la France une condamnation par la communauté européenne. Donc là, il y a eu un arrêt très important qui a été rendu, une décision importante qui a été rendue par la CJUE
en début d'année 2015, qui a été suivi par le Conseil d'État au moyen de 2 décisions en avril et en juillet. Donc, cette jurisprudence a indiqué que les prélèvements sociaux de source française avaient la nature de cotisation sociale dans la mesure où ils finançaient le régime de la sécurité sociale française. Or, lorsque vous êtes résident d'un État membre de l'UE, l'EEE ou de la Suisse, et que vous êtes déjà affilié à un régime de sécurité sociale de votre pays de résidence, vous ne pouvez pas également être financé un régime de sécurité sociale française parce que le règlement de l'UE de 1971 interdit le cumul de législation en matière fiscale. Ce qui signifie en gros que pour 2012, 2013, 2014 et 2015, les non-résidents qui ont versé des prélèvements sociaux vont pouvoir les récupérer. Mais attention, la Direction générale des finances publiques a donné le mode opératoire pour les récupérer. Donc en fait, on a jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit les prélèvements sociaux pour les récupérer. Donc ce qui signifie que pour 2014 et 2015, vous avez jusqu'au 31 décembre 2016 ou 31 décembre 2017. En revanche, pour 2012, si vous ne l'avez pas effectué avant le 31 décembre 2014 et pour 2013, si vous ne l'avez pas effectué avant le 31 décembre 2015, ça va être un peu trop tard. Oui. Alors, ce qu'on trouve dans la loi de financement de la sécurité sociale, c'est une règle pour contourner cette jurisprudence de Ruyter. En fait, la loi de financement de la sécurité sociale a indiqué qu'à compter du 1er janvier 2016, les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine ne seraient plus affectés au financement de la sécurité sociale, mais au Fonds national de vieillesse. Par conséquent, à partir du 1er janvier 2016, les non-résidents redeviennent assujettis aux prélèvements sociaux sur leur plus-value de source française, plus-value immobilière de source française. Pour autant, la France n'est pas à l'abri d'une nouvelle condamnation de la part de la communauté européenne. C'est donc une affaire à suivre en 2016 et nos abonnés peuvent se référer au feuillet hebdo 3623 pour plus de détails. Rien d'autre au sujet des plus-values immobilières? Alors si, on peut signaler tout de même une petite mesure, c'est la prorogation du régime d'exonération des plus-values de cession en faveur du logement social. Donc lorsque vous cédez un bien immobilier directement à un bailleur social ou à une collectivité territoriale qui va le céder à un bailleur social, vous pouvez bénéficier d'une exonération de plus-value immobilière. Donc ce régime devait prendre fin au 31 décembre 2015 et la loi de finances pour 2016 l'a prorogé d'1 an. Donc ce sera jusqu'au 31 décembre 2016, voire dans certains cas jusqu'au 31 décembre 2018 lorsque votre cession a été précédée d'une promesse de vente qui date certaine au plus tard le 31 décembre 2016. La loi de finances pour 2016 a également apporté 2 précisions concernant cette exonération. C'est que la loi de finances pour 2015 a étendu son bénéfice à tout acquéreur qui s'engageait à construire des logements sociaux. Donc la loi de finances a précisé ce qu'il fallait entendre par logements sociaux. Ce sont les logements qui permettent de bénéficier de l'aide personnalisée au logement. Et puis elle a également indiqué quel devait être le montant de l'exonération dans ce cas-là. Il est proportionnel à la surface des logements sociaux qui ont été construits par rapport à la surface totale des constructions qui étaient mentionnées dans le permis de construire. Mais bon, en même temps, ce n'est pas une nouveauté parce que c'est la traduction du BOFIP qui avait été rendu sur cette extension en juin 2015. Très bien, merci Sophie pour toutes ces précisions. Et pour connaître toutes les mesures des lois de finances qui concernent les particuliers, je vous invite à vous reporter à nos 2 feuillets hebdo 3624 et 3625. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec les experts du groupe Revue Fiduciaire dans un mois. Et d'ici là, bien sûr, l'info continue du lundi au vendredi avec le JT, votre rendez-vous quotidien d'actualité juridique. À très bientôt.